C'est mon avis. Après, on peut me dire. Si tu t'attaques à ce que les femmes évoluent dans la société, eh ben, il y a toujours des hommes qui vont s'imposer, qui vont s'opposer à ça. Il y en a. Donc ça peut être une difficulté aussi de voir cette association qui est pourtant bénéfique pour tous, hein, et dire non, si celle-là arrive dans le village, on est foutu parce que nos filles vont être instruites, ils vont avoir accès au savoir et t'es bloqué pour ça. Tu vois, il y a toujours des difficultés pareilles. Voilà. Moi, bien sûr, en fait, c'est pas le même contexte comme tu viens de dire. Déjà, toi, avec ta vision occidentale, tu vois, pourtant qu'il y a toujours maltraité les Africains, qui a toujours épuisé les ressources, tu dis aujourd'hui il n'y a pas d'esclavage en Afrique. Pourquoi tu dis cela alors que tu vois des preuves à la télé, à toutes les manifestations, il y a des millions de personnes qui manifestent tous les jours pour te dire que nous on subit de l'injustice, aidez-nous. Pourquoi ils n'aident pas à ton avis? Parce qu'aujourd'hui ils ont le contrôle. Pour moi, il n'y a pas de président en fait en Afrique aujourd'hui. Tu vois, je vais être direct pour moi en fait. Pourquoi? Parce que pour être président d'un pays, il faut avoir un programme. Et ce programme-là doit être centré sur l'évolution du pays, sur comment je vais faire en sorte que ma population puisse vivre dans la dignité et puisse vraiment se jouir de leurs ressources. Et malheureusement, ce programme-là, moi, je n'en ai pas vu à part quelques pays, je peux le citer, mais ce n'est pas la peine. Donc, tous les programmes qu'on nous amène, comme l'enseignement aujourd'hui, ce n'est pas qu'au Sénégal, en Mauritanie, au Mali, c'est exactement la même chose. On nous ramène un programme où tu vois le programme, tu dis, mais c'est quoi ce délire en fait? Tu vois, parce que ça ne peut absolument rien m'apporter. Pour qu'un programme puisse marcher, je sais pas, dans un environnement, il faut quand même regarder la population qui est en face en fait, et regarder aussi la culture qui est aussi sur ce continent-là. Mais toi, avec ton regard occidental, même malgré je ne sais pas, ton envie d'aider la population, en fait, tu les aides pas. Au contraire, tu les condamnes en fait avec ton système et ta façon de faire les choses. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, il est important qu'il y ait des associations, vraiment des ressortissants, tu vois, africains, parce qu'ils connaissent déjà on va dire la culture, et aussi ils seront beaucoup plus attachés à l'Afrique parce qu'ils ont des proches là-bas, en fait. Voilà, il y a ce côté humanitaire aussi qu'il faut prendre en compte. Toi, tu as vécu, quand tu pars en Afrique, il y a beaucoup d'ONG qui sont là-bas. Ils imposent leur façon de faire. Et quand toi, tu es en place, tu dis, mais c'est pas normal, en fait. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent exactement et tout. Donc moi, dans ma lutte ou dans ma musique aussi, en fait, j'ai pas vraiment on va dire les outils pour dire voilà, faites ceci, faites cela. Moi, ce que j'ai, c'est la parole. Moi, ce que j'ai, c'est de dire, moi, c'est comme ça que je vois le monde. Et moi, je pense que cette façon de faire n'est pas la bonne. Il faudrait peut-être essayer cette façon-là et tout. Et je m'attaque aussi à des gens qui pensent, je ne sais pas, occidental aussi, qui veulent imposer des choses, et comme ceux qui font de l'esclavage comme un business pour développer, je ne sais pas, solo-développement de leur village, etc. et tout. Donc, je me retourne vers toi, Moumi, en fait. Et par rapport parce qu'on a parlé des tabous avec Madame Sab, on a parlé des difficultés avec Linky. Et toi, quelle vision as-tu de ça, en fait, c'est-à-dire les tabous, les difficultés en Afrique ou par les Africains, peut-être des fois aussi, pas forcément en Afrique, mais ici aussi, je ne sais pas. Moi, je pense que c'est dû parfois... Bon, on a la connaissance, hein, mais il y a beaucoup de choses, on a peur. On a peur d'en parler, on se dit, bon, si on en parle ou si on creuse un peu trop, ça risque de déborder. En fait, il y a tout ça. À un moment donné, si jamais les gens sont stables et parlent correctement, même si l'interlocuteur n'est pas d'accord avec vous, on peut arriver, on peut avancer. Mais en fait, la difficulté, c'est que chacun reste dans son coin, se bat comme il peut, mais en fait, l'autre, bon, dans le cas de Madame James, c'est peut-être les hommes qui sont contre l'évolution des femmes, par rapport au serviette hygiénique, tout ça, c'est... bon, il y a plein de choses taboues, et les jeunes filles qui sont là, elles ont leurs règles, on ne sait même pas. Elles ne sont même pas au courant à quel âge elles doivent avoir leurs règles. Il n'y a pas d'éducation sexuelle, sans pour dire l'éducation sexuelle dont on parle, hein, mais primaire, quoi. Et il n'y a pas de discussion, en fait. Tout est... Je ne sais pas comment les choses sont transmises, mais à l'époque, ma mère, elle expliquait que c'était... il y avait des fédés. Donc, il y avait un clan de jeunes qui
qui avaient à peu près le même âge, donc les choses étaient transmises de cette manière-là. Et aujourd'hui, peut-être qu'il n'y a plus ces volets-là. Mais jadis, en fait, la transmission était faite de jeune à jeune, quoi. Et en général, pas vraiment les parents. Les parents, c'était rare. C'était plutôt des jeunes qui transmettaient ça à d'autres jeunes et à d'autres générations comme ça. C'est un peu ça. Parce que son combat touche un peu, et surtout du côté pour s'occuper et aider hygiéniquement les jeunes femmes et les jeunes filles en Afrique. C'est un combat qui n'est pas facile. Parce que c'est un combat qui touche un peu au sexe. Et tout ce qui est sexe en Afrique, et surtout en Afrique de l'Ouest, c'est trop tabou, dû à notre culture et aussi notre religion. Voilà. Même dans la religion, parler de sexe, c'est, on va dire, interdit ou je ne sais pas comment dire, mais même dans la religion, pour parler de sexe, c'est quelque chose qui est trop tabou dans notre société. Donc, mais peut-être c'est pas du tabou, c'est juste que les gens ils sont pudiques, ils sont en fait en Chine ou au Japon les gens ils sont pudiques aussi et en Afrique les gens ils sont après tabou et pudique c'est pas la même chose. Il y a cette question de pudeur, je suis d'accord avec toi, mais moi je crois que c'est plutôt ce qui freine, c'est le côté comment dirais-je, le côté tabou. Voilà, parce que si c'était pas tabou, normalement, même qu'on n'ait pas l'éducation sexuelle comme les Européens, une mère devrait quand même suivre les premiers pas de sa fille. Vu que les filles ne grandissent pas comme les garçons. Un garçon, il peut vivre seul, même sans parents. Voilà. Et il y en a même des orphelins qui passent leur temps de, comment dirais-je, les gens qu'on appelle les talibés là. Voilà, ces gens-là, ils n'ont pas besoin de surveillance. Si, ils ont besoin de surveillance. Parce que malgré tout, c'est des enfants aussi. Mais ils s'en sortent jusqu'à l'âge adulte. Mais une fille à la place de quelqu'un qui va faire le talibé. Obliger ces moments des règles et ces moments de... quand les seins ils poussent et tout ça là, c'est une autre vie psychologique qui arrive. N'est-ce pas? Donc là, il faut une femme majeure qui a vécu ces trucs-là pour le guider. Mais il n'y a pas ça en Afrique. Mais et du coup, Amissa, on parle de tabous, on dit qu'il y a plein de choses qui ne sont pas en Afrique apparemment, et c'est un peu triste. Ibrahima, je voulais rajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit Lenki Elka. En fait, la problématique de l'esclavage statutaire et coutumier, c'est quelque chose qui a une origine. C'est pas anodin. Donc c'est vrai que quand tu dis que ça n'existe, c'est pas de l'esclavage, donc c'est peut-être autre chose. Mais le terme que les gens ils utilisent, c'est quand même le mot comé. C'est bien ça. Après que ça soit bien clair, moi j'ai dit juste que aujourd'hui, moi quand tu me parles d'esclaves, ça me semble bizarre. Enfin, les esclaves, moi, comme je l'ai dit, j'ai regardé des films, enfin... Tu vois, moi, je n'ai pas vu et je ne sais pas si ça existe. Après, il a donné sa définition, en tout cas une définition. Mais je pense que c'est de l'esclavage moderne. Parce que quand tu vas voir chez les Tabouls, par exemple en Inde, il y a une catégorie, je sais plus, les intouchables, ils sont quand même discriminés. Il y a même quand même un film qui est sorti, qu'on a vu la vie de ce jeune homme-là. C'est pas rien. Donc en fait, du début à la fin, vous êtes assigné. Donc il y a quand même de la souffrance humaine. Après, c'est pas l'esclavage comme on a vu transatlantique. Et même, il y a des similitudes. Quand les gens témoignent, dans le forum, il y a quand même des choses assez douloureuses qui sont là. Et même des séquelles. Mais bon, moi je dis séquelles, c'est séquelles. Mais même aujourd'hui, au Mali, il y a des personnes qui sont ligotées. Voilà. Devant le public, attachées, frappées et assassinées. Assassinées. Donc, si ce n'est pas de l'esclavage, je ne sais pas comment on peut c'est vrai, c'est-à-dire, en tout cas dans le milieu soninké, eux, ils ne changent pas de terme. C'est le mot esclavage si tu le traduis en français. Voilà, quand tu dis commerce, c'est esclave. Maintenant, comme Elka lui-même, il a commencé à ses débuts, au début de l'émission, ce qu'Ibrahim a dit, c'est à peu près pareil. Ibrahim, c'est normal en tant qu'animateur,
Même s'il est 100% d'accord avec LK, qu'il lui pose de telles questions pour vraiment le faire parler. Mais lui-même, ce qu'il a dit tout à l'heure, il a dit qu'on a besoin de reformer l'esclavage, le mot esclave, pour vraiment que ça leur aide, que ça nous aide dans le combat. Oui. Parce que je ne vais pas dire ça, ça leur aide. Moi-même, je suis dans le combat, même que je suis assez invisible. Mais moi, je suis quelqu'un vraiment d'humain et qui combat toutes les injustices sur Terre. Voilà. Là où on me voit beaucoup plus, c'est dans les combats de violence faite aux femmes. Mais je suis un combattant pour toute injustice. Madame Moussam, on a parlé de tabou, et vous avez une association, vous avez parlé de menstrues par rapport aux filles, on a parlé un peu de l'éducation, mais ce tabou-là, réellement, concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place? Parce que vous nous avez parlé des bibliothèques, vous nous avez parlé du Coran, mais le Coran et les bibliothèques, ça a toujours existé. Donc voilà, concrètement, bon, je vais juste reprendre par rapport à ta question, parce que nous, on ne met pas juste des bibliothèques et des Corans. On met en place des bibliothèques pour que la population puisse avoir accès à l'information. Ça veut dire dans ces bibliothèques-là, on ne va pas juste pour aller apprendre le Coran, parce que le Coran, il est accessible ailleurs que dans nos bibliothèques au Sénégal. Donc ça, c'est un point très important. Le deuxième point, nous, ce qu'on fait par rapport à la précarité menstruelle, on distribue des kits de protection hygiénique qui sont bio et réutilisables, c'est-à-dire c'est des kits, enfin je ne sais pas si je peux vous expliquer, mais c'est des protections hygiéniques qui ont, on va dire, l'aspect visuel des protections hygiéniques, oui, l'aspect visuel des protections hygiéniques classiques, mais qui sont faites à base de coton bio et qui sont réutilisables, c'est-à-dire que les jeunes filles peuvent réutiliser pendant 2 ans. D'accord. Voilà, donc ça, on a distribué des kits de protection hygiénique pour 250 filles et normalement, on a un objectif de 5000 kits de protection hygiénique. La deuxième chose, quand tu nous demandes qu'est-ce qu'on a fait de façon concrète par rapport au tabou, nous, notre objectif n'est pas de venir dire aux gens, oui, il faut que vous parliez des règles. Non, ça, ce n'est pas notre objectif parce que chaque personne a sa pudeur et chaque personne a le droit de dire ou de ne pas dire. Mais tout simplement d'avoir la connaissance et l'éducation sur l'hygiène menstruelle. C'est-à-dire ces jeunes filles qui vont à l'école, tout à l'heure Moubi l'a souligné, qui vont à l'école, qui ont par exemple 9 ans ou 12 ans, qui voient leurs règles en classe, en présence de tout le monde et qui ne savent pas quoi faire, c'est un traumatisme. Peut-être que vous ne l'avez jamais vécu, mais nous sur le terrain, on a beaucoup de jeunes filles qui ont vécu ce genre de choses-là. Et nous, notre objectif, c'est justement de leur apporter cette éducation-là pour que si jamais ça arrive, qu'elles sachent que c'est normal, que ce n'est pas quelque chose qui doit consister une honte ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est ce qu'on fait. Et là, on a commencé depuis l'année dernière et on a fait pas mal de choses qui ont un résultat bénéfique. Donc voilà. Et moi, je suis très très intéressé par cette association. Pourquoi? Je vais vous dire une anecdote en fait, parce que c'est une situation réelle que j'ai vue. Et ce que vous proposez, en fait, c'est pas qu'aux filles, ça arrive aux dames aussi. Moi, je t'ai dit, une fois, dans mon village, il y avait une dame qui avait justement, elle était à cet stade-là. Elle était sortie dans le village et à un moment donné, voilà, l'action s'est arrivée. Elle était obligée de s'asseoir quelque part pour que les gens ne découvrent pas qu'elle est en règle et tout. Et cette dame-là n'avait pas pu trouver de solution à part attendre jusqu'à que la rue soit vide pour qu'elle puisse entrer chez elle. Vous voyez, donc quand vous dites qu'il y a des choses comme ça qu'on peut proposer, mais je me dis, ça peut être une solution aussi parce qu'il n'y a pas que les jeunes filles qui ont besoin de ça. Il y a aussi des dames en fait qui n'ont pas justement cette protection-là en fait, même pour pouvoir sortir librement, circuler, faire ses courses pendant on a ces règles, etc. Vous voyez? Et souvent, en fait, c'est des problèmes de moyens, en fait. Par exemple, aujourd'hui, juste de façon globale, une femme voit ses règles plusieurs fois par an. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas les moyens de s'acheter des protections hygiéniques.
Mais aussi, il y a la question de l'environnement que beaucoup ne soulignent pas, en fait. Aujourd'hui, quand on va en Afrique, on voit des protections hygiéniques partout. Et c'est pas biodégradable. Enfin, c'est aussi... Moi, je suis allée dans beaucoup de villages. Dans beaucoup de villages au fin fond du Sénégal, je vois des protections hygiéniques qui traînent. Je comprenais pas. mieux les abeilles, en fait. Je ne comprenais pas. Non, c'est ça de l'environnement, les abeilles, l'environnement. Oui, tout ça c'est vrai, mais ce que je veux dire par là, c'est tout simplement qu'en Afrique, on doit tout simplement redoubler d'efforts et aussi peut-être conscientiser les gens. Ça ne veut pas dire qu'en Afrique, rien ne va, au contraire, tout va bien, je dirais l'Afrique va super bien, mais c'est juste qu'il y a des choses sur lesquelles nous devons tout simplement être solidaires et agir ensemble. Si aujourd'hui on peut prendre des trains en France ou ailleurs, c'est parce qu'eux, ils ont trouvé l'intelligence pour le faire. Maintenant, à nous, Africains, d'être aussi solidaires et soudés pour faire ce genre de choses. Mais ça ne veut pas dire que l'Afrique ne va pas bien. Au contraire, l'Afrique va très bien. Ah, voilà. Donc, moi, je voulais juste te poser une question ou deux. Ma question est que est-ce que vous avez fait quelque chose pour protéger l'association pour pas que l'État l'empêche d'avancer? Alors, on est toujours sur TV Touba et Africa pour ce premier numéro par nous, pour vous, donc la nouvelle émission. Et on est là pour vous servir. On vous parle d'actualité, on vous parle d'associations, on vous parle de projets, on vous parle des réussites. Et donc voilà, merci. Et donc, Ami, bon, je te laisse répondre à la question d'abord. Je pense que oui, effectivement, il y a un problème de gouvernance en Afrique de façon globale. Mais nous, en fait, je ne peux pas trop parler sur ce sujet-là parce que pour plusieurs raisons. Mais juste sur quoi je voudrais insister, c'est que c'est vrai, effectivement, il y a le problème de quand on ramène en tout cas des projets ou de l'argent, en tout cas en destination de la population, que ça ne soit pas utilisé de la bonne façon. Mais il y a aussi des problèmes de suivi, en fait. C'est-à-dire, parfois, il y a les problèmes qui sont mis en place, etc. Mais parfois, il y a un problème de suivi. C'est-à-dire, les personnes qui sont sur place pour suivre le projet, pour que ça puisse aboutir, ça n'aboutit pas. D'accord ? Par rapport, maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait pour protéger la population par rapport à tout simplement ce problème de corruption? Nous, on travaille directement avec les populations et avec les maires. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on a un projet, si on est financé pour mettre en place un projet, nous-mêmes, nous suivons le projet. C'est-à-dire, on suit la mise en place du projet, mais également, on suit le suivi et la pérennité du projet. Donc ça, c'est quelque chose que nous avons mis en place, tout simplement pour éviter ce genre de choses. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais c'est ce qu'on fait. Voilà. Franchement, tu as bien répondu. Ouais. Et ma deuxième question est que, à la mairie de Montreuil, donc cette année, j'ai vu qu'ils ont mis une espèce de petite distribution de serviettes hygiéniques à la ville de Montreuil, qui a été inaugurée par plusieurs responsables politiques de Montreuil. Est-ce que ça, c'est pas un exemple, voilà, qu'on peut mettre en place? Par exemple, vous avez parlé des écoles, des jeunes filles qui sont à l'école, mettre des petits distributeurs de serviettes hygiéniques dans des endroits où on peut, et qu'on sait qu'il y a des jeunes filles qui auront accès à là-bas pour des raisons. Voilà, c'était ma question. Alors, moi, je suis super heureuse parce que, du coup, en fait, cette question, elle répond tout à fait, en fait, à ce qu'on fait parce que, justement, notre projet, en fait, se divise en plusieurs volets. Le premier volet, c'est la distribution des kits de protection hygiénique et la sensibilisation. Le deuxième volet consiste à réfectionner, bien sûr, des blocs d'hygiène dans les écoles, bien sûr, avec l'appui des partenaires qui nous accompagnent. Mais justement, le troisième
volet, c'est ça. Nous, en fait, aujourd'hui, ce qu'on souhaiterait, c'est arriver, en fait, à ce que les décideurs au niveau des collectivités territoriales puissent mettre en place, justement, ce dispositif de distribution de kits de protection hygiénique. Ça, c'est notre projet de plaidoyer qu'on fait, en fait, depuis, on va dire, 1 an. C'est vrai qu'aujourd'hui, justement, par rapport aux bibliothèques, on est en partenariat avec plusieurs communes avec qui, justement, on souhaiterait mettre en place ce type de projet-là, parce que, voilà, ça rentre carrément dans, en tout cas, dans les prochaines années, on souhaiterait qu'au moins dans les écoles où nous, on a travaillé, que les jeunes filles puissent avoir ce dispositif, voilà, tout simplement. Alors, et sans plus tarder, nous, on va faire notre suivi santé avec Moumi Traoré pour sa chronique Tout Santé.